Salut à tous et à toutes et bienvenue à Magny-Cours qui accueille en ce week-end du 8 octobre le 6e des 7 meetings de la saison 2016 des V2V Endurance Series. Au programme évidemment l'endurance bien sûr, VHC de retour pour ce meeting de Magny-Cours, l'endurance proto évidemment avec une course de 6 heures et puis l'endurance GT Tourisme LMP3 avec une course de 4 heures. Bien sûr, au programme également le Challenge Monoplace et le Challenge Fugno qui disputait d'ailleurs son dernier meeting de la saison. Et quoi de mieux comme théâtre pour cette grande finale du Fugno 2016 que cette piste mythique de Magny-Cours qui a accueilli pendant 17 ans le Grand Prix de France de Formule 1. Un tracé long de 4 km 411, rapide et technique qu'on vous propose de découvrir tout de suite un petit peu plus en détail. Situé à 14 km au sud-est de Nevers, le circuit de Magny-Cours a été créé en 1959. Initialement en piste de karting, le tracé s'agrandit 2 ans plus tard pour devenir un circuit automobile de 2 km. Il restera ainsi jusqu'en 1986, année où le Conseil général de la Nièvre achète le complexe pour en faire une piste homologuée pour la Formule 1, qu'il accueillera à partir de 1991 et pour 18 éditions de suite. Reprenant des virages existants sur d'autres circuits F1, d'où les noms de courbe Estoril, épingle d'Adélaïde ou encore chicane du Nürburgring, ce tracé très technique et complet a notamment également accueilli les championnats du monde de voitures de sport, de Superbike, le Bol d'Or et le championnat de France GT. Un théâtre idéal donc pour la grande finale du Fugno 2016, du moins dans la catégorie F5. En effet, côté SP05, une fois le décompte de ses 2 plus mauvais résultats de l'année effectués, le leader du challenge, Romain Houllier, arrivait dans la Nièvre avec l'assurance d'y être sacré quels que soient ses résultats. Tant mieux d'ailleurs pour le vice-champion 2015 qui ne décrochait que la 3e place sur la grille de départ de la course 1, juste derrière son grand rival Jean Quelet et Arlan Boulin en pôle pour le 2e meeting de suite. Le poleman qui conservera d'ailleurs son rang en course 1 pour aller signer son premier succès 2016 devant Édouard Herry, Jean Quelet et Romain Houllier. De quoi donner peut-être des idées à Édouard Herry, profitant idéalement des soucis des duellistes du challenge, tous deux contraints à l'abandon en course 2, tout comme Arlan Boulin d'ailleurs. Le pilote de la numéro 8 s'offrira en effet non seulement sa première victoire 2016, mais même son premier doublé puisqu'il récidivera dans la foulée en course 3. Finalement la seule du week-end d'avoir le champion 2016 et vainqueur de 12 des 18 courses de l'année, Romain Houllier monté enfin sur le podium. Le titre a été gagné le soir de Mugello, donc une superbe année. On a presque tout gagné, je dis bien presque. Le dernier week-end de la saison a été très compliqué, mais on s'est battu et on s'est surtout fait plaisir. Donc voilà, une très bonne année. Plus de suspense en revanche côté F5 où le jeu des décomptes permettait à Cyril Denis de garder toutes ses chances de priver Cédric Gardin du titre lors de ce dernier meeting, à condition cependant de réaliser le week-end parfait. Et ça paraissait plutôt bien parti pour le pilote de la 72 qui signait la pole position de sa catégorie alors que le leader du challenge ne partait lui que 9e dans sa classe. Mais joie de courte durée puisque Cyril Denis partait à la faute dès le premier tour de la première course et compromettait ainsi toute chance de marquer des gros points lors de cette grande finale 2016. Dès lors, Cédric Gardin n'avait plus qu'à dérouler pour s'assurer du gain du titre, ce qu'il fera parfaitement en terminant 4e des 2 premières courses, à chaque fois remportées par le nouveau venu Yann Burguet devant Alexandre Barbia. Largement suffisant pour permettre à Gardin de sécuriser son titre et ainsi disputer bien plus détendu la dernière course de l'année, qu'il bouclera en 8e position, bien loin d'Alexandre Barbia, cette fois vainqueur devant Yann Burguet du dernier Fugno 2016. C'est à la dernière journée que ça s'est joué, donc c'était intense. C'est vrai que là, j'étais pas dedans sur la dernière, donc on savait que le titre était acquis, donc voilà, superbe année pour pouvoir changer de catégorie l'année prochaine. Côté challenge monoplace, s'il ne pouvait mathématiquement s'assurer du gain du titre dès cet avant-dernier meeting de l'année, le déjà solide leader du général Alexander Peroni pouvait cependant faire un pas décisif vers celui-ci. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Australien ne va pas s'en priver, rendant copie parfaite sur l'ensemble du week-end. Pole position et victoire dans les 3 courses nivernaises, le pilote TS Corset ne laissera en fait que des miettes à ses rivaux pour finalement repartir de Magny-Cours avec désormais 155 points d'avance sur Gilles Heriot, alors que seulement 180 resteront à distribuer à Estoril. Une éclatante domination qu'aura pourtant tenté de mettre à mal l'excellent Grégoire Saucy, très à l'aise sur le tracé de Magny-Cours. Le pilote du GSK Grand Prix sera en fait le seul à suivre le rythme de Peroni, décrochant ainsi à 3 très belles 2e places de suite, soit ses premiers podiums de la saison. A noter également les belles performances de Thomas Neubauer, brillant 3e de la première course, avant de malheureusement partir à la faute dans la 2e, ruinant ainsi la suite de son week-end.
aubaine dont saura idéalement profiter l'Ukrainien Alexei Tchouklin. En effet, hyper régulier, le pilote RC Formula montera ainsi sur la 3e marche du podium dans les courses 2 et 3. Pas vraiment de discussion non plus côté des gentleman drivers. Les 3 victoires de classe du week-end tombant dans l'escarcelle du poleman, le Breton, et à chaque fois devant Christophe Urny. Des performances qui permettent à le Breton de dépasser Urny au classement général du challenge pour désormais pointer 2e à moins de 30 points de l'Italien Pietro Peccinini, toujours leader cependant grâce à ses 3 troisièmes places enchaînées dans la Nièvre. Là encore, le titre se jouera donc lors de la grande finale d'Estoril. Voilà donc pour les courses sprint de ce 6e meeting de la saison 2016 ici à Magny-Cours. Mais bien évidemment, les VDV Endurance Series, comme son nom l'indique, c'est avant tout de l'endurance et notamment les véhicules historiques de compétition de retour pour ce meeting nivernais et notamment cette très belle GT40 propriété d'Alain Bazard. Alors Alain, justement, présentez-nous tout de suite votre bolide. Alors voilà, c'est une Ford GT40 continuation, donc c'est une version 66, donc elle a toute la spécification 66, donc c'est-à-dire elle a des gros freins, 4 pistons plutôt que 2, elle a les grosses ailes arrière pour pouvoir mettre les grosses roues. Pour le restant c'est la même chose, c'est un 4,7 litres, c'est la même boîte, c'est la même transmission, ça développe plus ou moins 465 chevaux, ça prend 7003, il ne faut pas prendre plus sinon on explose tout. C'est assez lourd, ça me fait 1 tonne 90 kg, 90. Je suis en Avon CR6ZZ, donc c'est-à-dire du pneu conventionnel de route. C'est donc une voiture assez lourde qu'il faut freiner. Alors bon, la tonne, il faut l'arrêter, malgré qu'elle a déjà quand même les gros freins. C'est assez, le refroidissement n'est pas bon en fait dans cette voiture et donc on a très vite des vibrations dans le volant. D'ailleurs vous allez le voir sur la vidéo. Les disques à l'avant se voilent très vite, ça devient inconfortable pour rouler et du fait les trajectoires sont plus propres. Eh ben on va voir ça justement tout de suite puisque on a eu la chance d'aller faire un petit tour en caméra embarquée pour un tour commenté de ce circuit de Nevers-Magny-Cours en compagnie d'Alain Bazard. C'est tout de suite. Ok, là on est à la chicane, on sort en 2. La chicane, on mord sur les vibreurs, on va bien à l'extérieur, on monte toute la ligne droite des stands, 2, 3, 4 à fond. Un coup de frein à l'entrée, on essaye de piquer sur le vibreur, pas trop large, on recoupe complètement sur le vibreur, on replonge sur l'intérieur, on essaie de garder, c'est assez à droite, pas évident, la voiture a tendance à sortir, on longe, on remonte tous les rapports jusque tout au bout. Voilà, longue ligne droite, c'est là où on arrive à une vitesse de plus ou moins 240, un truc comme ça. Gros frein ici, c'est pas évident. En 2, voilà, l'épingle, on remonte tous les rapports. Ici aussi on reste bien à gauche. De nouveau un gros frein à l'entrée. On recoupe directement dans le vibreur pour recouper dans le vibreur et essayer d'aller à l'extérieur, longer l'extérieur pour aller freiner fort à droite, tard, pour recouper. Bon, là aussi la voiture a tendance à l'embarquer un petit peu du cul. On réaccélère, on élargit pour surtout pas freiner l'auto, on coupe bien, on remonte vers la chicane. Ici c'est gros frein aussi, réaccélérer très tôt parce que sinon la voiture elle embarque du cul. Et là aussi c'était un freinage très délicat pour essayer d'avoir une bonne sortie, ce qui n'est pas évident du tout non plus. Ici on remonte tous les rapports, on longe à gauche, on essaie de longer à gauche le plus possible pour être bien droit pour le freinage parce que sinon on est déstabilisé. On coupe la première, la petite chicane qui est assez lente, on rentre en 2, on sort en 2 d'ailleurs pour de nouveau la ligne droite des stands, 2, 3, 4 à fond. Au programme d'Alain Bazard et des 13 autres belles anciennes engagées dans la Nièvre, 2 courses d'1 heure. Et c'est Yann Le Calvez avec sa Elva MK8 de 1965 qui remportait la première manche au scratch, comme dans sa catégorie prototype, alors qu'en GT Bernard Moreau et sa Porsche 911 RSR 274 s'imposaient sur le fil devant Alain Bazard.
Notre pilote de GT40 qui prendra cependant une belle revanche en deuxième course en remportant sa catégorie, mais surtout en terminant solide deuxième du scratch juste derrière la Lucchini SP91 Evo de Lionel Robert et Olivier Huez, également vainqueur en prototype. Côté moderne, le gros morceau de ce 6e meeting 2016 revenait bien sûr aux engagés de la catégorie Endurance Proto CN avec une course de 6 heures à disputer pour moitié de nuit le samedi. Une course qui voyait la Norma numéro 22 du DB Autosport emmenée par le trio Danielou, Petersen, Delafosse s'élancer depuis la pole position juste devant leurs coéquipiers de l'équipage numéro 21, Bassora et Moncler, épaulés pour l'occasion par Mathias Bech, on y reviendra. Le leader du général pour 1,5 points, Ferté Iliano Villarino sur la Norma numéro 2 du TFT s'est lancé 3e et donc juste derrière leurs plus grands rivaux pour le titre. À l'extinction des feux, Moncler prend le meilleur envol et le pouvoir devant l'équipage de la 22, alors que derrière, la numéro 2 est toujours solide 3e, devant la 8, la 40, la 32, la 42 et la 6. Déception en revanche pour les numéros 85 et 33 qui s'accrochent dès le premier passage à Adélaïde. Le symbole en réalité d'une première heure de course très mouvementée à l'image de l'accrochage entre Frédéric Darocha et Vito Rinaldi qui occasionnera un long safety car. Un piège de plus à négocier pour les concurrents au moment de passer à l'essence notamment et dans lequel tomberont d'ailleurs les coéquipiers du Suisse Mathias Bech, le pilote rébellion invité de dernière minute du DB Autosport mais totalement pris au jeu et qui ne boudait pas son plaisir d'être là. Je vais aller faire un entraînement en karting, ils m'ont proposé de venir à Manicourt rouler dans une Norma. Franchement, c'est un très bon entraînement. Il y a un vrai niveau dans cette équipe et dans ce championnat, donc c'est toujours sympa d'être là et de se lancer des nouveaux défis. On retrouve l'essence, des voitures assez simples, mais à la fin ça a 4 roues, un moteur et puis la course est serrée, donc c'est passionnant et je prends du plaisir à venir faire un week-end détente comme ça ici. Relégué en 12e position après ce safety car mal négocié, la 21 connaîtra une suite plus convaincante pour finalement pointer 5e après 2 heures de course. Un premier tiers qui voit la 22 à pointer en tête mais à peine 1 minute devant les 2 bolides du TFT, la 2 suivie de la 8. Pourtant, c'est alors la 40 en 6e position qui paraît à la mieux engagée dans ces 6 heures. En effet, ayant profité des safety cars pour déjà réaliser 5 de leurs 8 drive-thru obligatoires, l'équipage Mondolo Zoliner Tuner semble avoir fait le bon coup stratégique. Mais c'était malheureusement sans compter avec une casse moteur à mi-course. Bien négocier les drive-thru reste pourtant l'impératif de la catégorie en V2V, surtout lorsque l'on en a 11 à faire comme l'équipage de la 22. Avec un tel handicap, les deuxièmes du championnat ne se font donc guère d'illusions sur leur chance de succès dans la Nièvre. Pas une raison toutefois de baisser les bras pour l'équipage Danielou, Petersen, Delafosse qui, non content de se battre pour le titre, veut également servir d'exemple. J'ai un partenariat avec l'ARCEP, qui est la fondation pour la recherche pour la sclérose en plaques. L'objectif, il est clairement de faire connaître cette maladie trop peu connue aujourd'hui au maximum de monde. En plus de l'ARCEP, on a ce qui s'appelle Solidaire en peloton. Solidaire en peloton qui est une marque de l'ARCEP. Et en fait, leur objectif à eux, c'est de pousser les malades à faire du sport et de leur montrer que par le sport, on peut réussir à repousser les limites de la sclérose. Et donc moi, j'essaye par ma petite action de sportif de mon côté, d'essayer de les pousser et d'être là derrière eux et de dire bon voilà, on se bat tous au quotidien. Moi je me bats là pendant 6 heures durement, eux se battent au quotidien tout au long de leur vie et de par ça en fait on essaye quelque part de leur faire pousser des ailes et de leur donner espoir. Une combativité à toute épreuve qui permet au trio de toujours talonner après 4 heures de course les grands rivaux de la numéro 2, obligés eux de faire 8 drive-thru en 6 heures, mais pourtant toujours solidement accrochés à la tête de course. Déception en revanche pour leur coéquipier au sein du TFT, Capillaire Lacoste Tinger sur la numéro 8, victime de soucis de capteur et qui, après avoir un temps pointé 3e, sont retombés en 6e position, à 3 tours des leaders. Pas de quoi pour autant rebuter, Inès Tinger venu à l'occasion de ces 6 heures renouer avec ses premières amours. C'est la première course de la saison, moi je suis en ELMS cette année. J'ai passé quelques années ici, j'ai fait mes gammes en V2V, c'est là que j'ai tout appris. Ici c'est un championnat très, très agréable en fait pour les gentlemen qui veulent progresser, qui veulent apprendre. Et c'est justement un super championnat parce qu'en fait on peut être, en tant que gentleman, on peut rouler avec des pilotes qui ont fait le Mans, des pilotes qui ont fait de la F1 pour certains, de grands pilotes et c'est vraiment un très bon championnat pour apprendre. Je trouvais ça sympa de revenir, en tout cas j'ai passé un très très bon week-end et ça m'a vraiment fait plaisir d'être là.
L'équipage se classera finalement 8e de la course qui verra la numéro 2 s'imposer au terme du dernier heure à suspense. En effet, après avoir effectué ses 11 passages obligatoires par les stands, c'est pourtant la numéro 22 qui pointe en tête à l'entame de la dernière heure devant la 32 de Moligny, Bol-Besançon-Foubert et donc la numéro 2 à quelques secondes. Pourtant, à 45 minutes du damier, une erreur au château d'eau va permettre à l'équipage Villarino-Ferté-Iliano de reprendre d'abord la deuxième place. Puis quelques instants plus tard, la première, lorsque la numéro 22, victime de problèmes de frein, est contrainte de définitivement regagner son stand. Dès lors, Villarino, qui a assuré le premier relais et termine l'épreuve, n'a plus qu'à dérouler pour aller s'offrir une 3e victoire 2016 et surtout un avantage décisif dans la lutte pour le titre. Leurs grands rivaux de la 22 ne marquant finalement que 0,75 points dans une course qui ne verra que 11 voitures couper la ligne d'arrivée. On savait qu'au niveau stratégie, on avait légèrement d'avance et en mettant un pilote que de la classe d'Ander à la fin, on savait que normalement ça ne pouvait pas nous échapper. On va aller à Estoril pour se battre encore, mais si on est champion d'ores et déjà, c'est fabuleux. Et si on a gagné le titre, on va à Estoril et on se lâche complètement. Oui, exactement. Au final, Villarino-Ferté-Iliano s'impose donc devant la 32 de Moligny, Bol-Besançon-Foubert et la numéro 6 de leur coéquipier Bazot-Thirion-Caillon, grand vainqueur eux de la catégorie prestige devant la Palmyre 42 de Kubrick-Wolfbeck qui échoue même au pied du podium du scratch. A noter par ailleurs la très belle remontée de la 21 emmenée toute la fin de course à un train d'enfer par Mathias Bech et qui termine à une belle 5e place malgré plusieurs problèmes en milieu de course. L'autre temps fort de ce 6e meeting de l'année concernait bien sûr les GT Tourisme et LMP3 PFV avec une course de 4 heures sur la grille de départ de laquelle on retrouve en pole position la Ginetta numéro 57 du Simpson Motorsport. 3e place sur la grille mais pole position LMP3 pour la Duquesne numéro 36 alors que côté GT en l'absence de la Ferrari numéro 1 du team Visium, auteur de la pole mais bloqué au stand par un problème d'ABS, c'est la Viper numéro 70 qui s'élancera première de sa catégorie. À l'extinction des feux, alors que la Ferrari numéro 1 part des stands derrière tout le peloton, en tête, la numéro 57 parvient à conserver son bien devant la 52 et la 55. Et derrière, en revanche, la 50 s'accroche avec la 75 au freinage d'Adélaïde et provoque une réaction en chaîne, synonyme de course déjà à oublier pour la 888, la 96 et la 31. S'en suivra par ailleurs une longue intervention du safety car. Un premier piège dans lequel ne tombera pas la Porsche du team Almeras, exceptionnellement emmenée aux côtés de Gérard Tremblay par ses anciens pilotes maison comme Le Dogard et Mathieu Jaminet, venus s'offrir autant un bain de jeunesse qu'une sympathique immersion en endurance. C'est une équipe familiale, c'est un peu la culture. Je roulais chez Martin Abaye Almeras et Almeras frère et aujourd'hui on réunit ça et honnêtement on partage, on pousse dans la voiture, on donne le meilleur mais on prend beaucoup de plaisir. J'ai eu la chance de faire ça l'année dernière aussi et on apprend parce que c'est de l'endurance et ça apprend cette culture de l'endurance, c'est assez important, ça aide. Pour moi c'est vraiment le cas vu que j'ai vraiment peu d'expérience en endurance, j'ai fait beaucoup de sprints mais c'est vraiment vers quoi je me dirige à l'avenir et je pense un peu dès l'année prochaine, donc voilà, avoir l'opportunité d'apprendre sans pression et avec un bon coéquipier comme Com aussi, donc c'est vraiment sympa et vraiment remercier Philippe et Pierre pour ça. Lorsque le safety car s'efface, les Ginetta du Simpson Motorsport reprennent leur domination, même si au jeu des drive-thru obligatoires, c'est une LMP3, la Ligier numéro 14, qui pointe en tête après une heure de course devant les deux PFV britanniques. Excellent début de course également pour la Porsche numéro 76 de Nara Cornac, évidemment leader des GT, mais qui surtout talonne les protos avec la 5e place du général et pointe juste devant la LMP3 du team Panis-Barthès Compétition, invité de marque de ce meeting de Manicourt, mais qui pourrait bien vite devenir des réguliers du V2V. On a eu quelques infos du V2V et c'est vrai que c'est une jolie série, sachant qu'avec une P3 tu peux te battre au général. Nous on aime le LMS parce qu'on peut gagner le général aussi en P2. Ici on peut le gagner en P3. Donc évidemment que c'est des belles séries. Je trouve que l'idée est super, l'ambiance est top. On voit que c'est quand même très compétitif, que c'est très bien organisé. Je pense que l'année prochaine c'est sûr que ça sera une discussion avec tous les associés pour essayer de faire une voiture en V2V. Et je pense que pour former aussi des jeunes, faire rouler nos amateurs en conditions réelles de course, c'est vraiment super. Et puis on est content d'être là, on a vu, c'est très bien organisé, donc voilà, à refaire. En attendant, ce premier contact se passe d'ailleurs plutôt bien pour le team français, 5e du LMP3 à mi-course, mais déjà débarrassé de ses drive-thru obligatoires.
Un impératif encore à effectuer en revanche pour la LMP3 numéro 20, engagée par GPC Motorsport, mais gérée par le Ivan Muller Racing, et qui après 12 heures de course s'offre donc la tête devant la Ginetta 52 et la LMP3 numéro 13. Une bonne surprise pour le quadruple champion du monde WTCC, venu lui aussi prendre la température des V2V en vue d'un futur programme plus complet. Il y a un petit peu de ça en fait, toute la saison le championnat ELMS, mais on cherche aussi un programme annexe. 2017, on va se concentrer déjà pour essayer d'engager une voire deux voitures en ELMS. Mais en même temps, j'ai des jeunes pilotes qui veulent démarrer la P3 et qui n'ont peut-être pas encore le niveau pour le LMS et peut-être que le V2V peut être une bonne alternative. C'est l'avantage de ce championnat. Ça permet aussi à des pilotes d'un niveau moindre de pouvoir aussi prétendre à un bon résultat. Là, dans la voiture, on a un pilote pro, on a un pilote gentleman. Et le cumul des deux pilotes peut jouer la gagne. Malheureusement, le sort en décidera autrement. La numéro 20 devant renoncer à 30 minutes du damier sur problème moteur, alors qu'elle pointait à une probante 5e place d'un classement scratch mené depuis l'entame de la dernière heure par la Ginetta 57, mais toujours sous la menace du leader LMP3. La numéro 13 des Polonais d'Inter Europol Compétition est donc bien partie pour une nouvelle victoire de classe. Côté GT en revanche, la victoire finale est toujours très indécise entre la Viper numéro 70 et la Lamborghini Huracan GT3 des Italiens Babini et Busnelli, venus trouver en V2V à Manicourt du temps de roulage au régime, mais aussi et surtout du fair play en piste. On a une idée d'arriver à courir dans 2 ans à Le Mans et donc le VDV, je pense que c'est de bonnes courses pour s'entraîner et apprendre à courir aussi avec les protos et c'est comme doubler tout ça. Tous les pilotes aussi des LMP3 ne sont pas trop méchants dans la piste, donc on arrive à courir sans vraiment risquer trop. On n'a jamais eu de problème, donc c'est vraiment une course faite dans une façon correcte, disons de le niveau collé, c'est parfait. Et d'autant plus quand la victoire est au bout, ce qui sera le cas pour l'équipage italien, la Viper 70 leur laissant le champ libre en effectuant son ultime drive-through à seulement quelques minutes du terme. Belle 3e place pour Eric Van de Viver et Tiziano Carugati, auteur d'une course discrète mais ultra régulière. Enfin, malgré une course difficile, l'équipage Bani, Bouvet, Terrier de la Ferrari numéro 1 s'assure quand même du gain du titre. On était un petit peu déçus parce qu'on avait pris quelques bonnes habitudes, c'est d'être sur le podium, en général sur la plus haute marche. Là, on a regardé nos camarades sur le podium, ça a les yeux un petit peu levés vers le ciel, mais bon voilà. En revanche, le ciel nous a un petit peu servi aujourd'hui parce qu'on a eu quelques mésaventures, des touchettes. À un moment donné, on a cru que la course était tout à fait compromise. Et puis en fait, bon, comme d'habitude, on lâche jamais rien et voilà, le résultat est là, une 5e place, mais on gagne le championnat. Satisfaction évidemment également pour l'équipage numéro 57, Monsieur Ginetta, Laurence Tomlinson et Michael Simpson, victorieux au terme d'une course parfaite en stratégie comme en rythme, et qui devancent sur le podium les vainqueurs du LMP3, Martin Hipp et Jakub Smiekowski, auteurs eux d'une 4e victoire de classe consécutive. 2 équipages qui font ainsi le trou au championnat dans leurs catégories respectives et se posent donc en grand favori avant la finale d'Estoril. Voilà donc pour ce 6e rendez-vous des VDV Endurance Series 2016 et en attendant de se retrouver dans un mois à Estoril, on se projette déjà sur le calendrier 2017 qui a été dévoilé ce week-end avec toujours 7 dates au programme mais quand même 3 gros changements, n'est-ce pas Eric ? Oui, le premier gros changement, donc après Barcelone au mois de mars traditionnel, on va dire, on va aller sur un nouveau circuit qui vient juste d'être resurfacé, un circuit magnifique en Algarve, au Portugal, Portimao. Deuxième changement, on retourne à Dijon, ils ont fini les travaux, donc on retourne à Dijon. C'est un beau circuit aussi, c'est certainement le circuit que préfèrent les Français aujourd'hui. Et on va à Jarama qui a été fermé pendant 7 ans. Jarama, circuit de Formule 1, au nord de Madrid, un circuit magique, donc ça va être sympa. Et bien voilà donc, ça donne envie d'être déjà en 2017, mais avant ça il faudra clore 2016, ça sera évidemment au Portugal pour la grande finale de la saison. Rendez-vous donc dans un mois, d'ici là portez-vous bien, soyez fidèles à Motors TV et évidemment soyez prudents sur la route. Salut à tous.